Rapprochez-vous de la nature avec Columbia. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées en conditions réelles depuis plus de 80 ans. Pour les passionnés d'aventure du monde entier. Columbia est fière d'accompagner à nouveau les baladeurs pour cette 6e saison. Les baladeurs. Récits d'aventure et de mésaventures en pleine nature. Un podcast du média Les Others. Rendez-vous sur notre site lesothers.com, lesothers.com, pour découvrir notre magazine papier, la carte méthode recto verso pour organiser vos aventures en France et tous nos autres formats. Pour son premier échange universitaire, Apolline convainc à jeter son dévolu sur Beyrouth, la capitale du Liban. Fascinée par le monde arabe, elle veut ressentir de l'intérieur ce pays que l'on connaît mal, en proie à de nombreuses crises sociales, politiques et économiques. Mais une fois sur place, les premiers cas de Covid l'assignent à résidence. Depuis son petit balcon, elle rêve de longues marches à travers les montagnes qu'elle aperçoit à l'horizon et se promet de parcourir un jour le Lebanon Mountain Trail, un sentier de grande randonnée qui traverse le pays du nord au sud sur 470 km. Pendant un mois, guidée par le balisage blanc et violet, Apolline va découvrir les vallées verdoyantes qui bordent le mont Liban, les petits bonheurs de la marche en solitaire, mais aussi et surtout la vie des familles libanaises et leur hospitalité sans faille. Un voyage bien loin des idées préconçues. La première fois que je suis allée au Liban en 2020, je devais faire un échange universitaire et je n'étais jamais partie vraiment seule dans ce genre de pays. Je me souviens encore de la veille du départ où j'ai pas dormi. Jusqu'à 4h du matin, impossible de fermer l'œil parce qu'à l'époque j'avais une peur bleue de l'inconnu. Et donc voilà, j'étais pétrifiée, mais en fait je suis arrivée là-bas et j'étais en résidence, j'avais des cours. La première, deuxième semaine, je suis allée pas mal en cours. C'est difficile de bouger au début quand tu connais vraiment rien parce qu'en fait le système est très différent. Il n'y a pas un réseau de bus comme nous on le connaît, il n'y a pas de train. Et en fait au bout de 2 semaines, il commençait à y avoir des cas de Covid. Au bout d'un mois, j'étais confinée. C'est un pays dans lequel ils sont très familles, donc en fait, ils vivent pas forcément avec leurs grands-parents, mais ils sont jamais loin, ils les voient régulièrement. Et donc en fait, moi, mes amis, ils me disaient, moi, je ne viens plus à Beyrouth, je reste dans ma famille en dehors de Beyrouth. Et donc moi, je me suis retrouvée dans mon appartement, sachant que j'aime beaucoup être en extérieur. J'ai grandi à Annecy, je suis un peu accro à la rando, et en fait, j'avais vraiment cette sensation d'être dans une cage. Je me revois sur mon balcon. Mon immeuble était sur les hauteurs de Beyrouth. Dans le quartier d'Ashrafi, et donc j'étais sur mon balcon et donc je voyais tout Beyrouth, la mer et les montagnes libanaises au fond, et moi j'étais sur mon balcon bloquée et ça a duré 2 mois quand même. Je me disais ok, je suis dans un pays, je peux pas voir les Libanais, je suis bloquée dans ce pays, qu'est-ce que je peux faire ? En fait la rando c'est quelque chose qui pourrait être faisable, personne ira me chercher dans les montagnes, et du coup en fait je regardais un petit peu les randos au Liban, je n'avais pas trop fait, et en fait je suis tombée vraiment par hasard à un sentier de randonnée, donc le Lebanon Mountain Trail, qui traverse le Liban du nord au sud, qui fait 470 km. Il y a 27 étapes. Globalement, il suit donc la chaîne de montagnes qui s'appelle le Mont Liban, qui traverse le pays du nord au sud, et donc qui part de la région du Akkar au nord, qui est une région à la frontière syrienne. Il va jusqu'à Marjayoun, donc dans le sud. Et je me souviens que ça a vraiment attiré mon attention. J'écrivais pas mal aussi à l'époque, et je me souviens avoir noté dans un carnet que je ferais ce sentier, que c'était génial. Et puis en fait, c'est vrai qu'au début, je l'ai un peu oublié. Quand je suis rentrée en France, Lebanon Mountain Trail, la vie a repris son cours. Licence, concours d'école de journalisme. Et puis en fait, à la fin de mes concours, donc c'était 1 an après mon retour, je me suis dit, en fait, je peux plus attendre, il faut que je reparte au Liban pour avoir notamment l'occasion de faire cette randonnée. Je suis partie fin septembre là-bas. Je me souviens très bien de Beyrouth complètement dévisagée par rapport à la période où j'y avais été, parce qu'il y a eu l'explosion du port de Beyrouth qui s'est déroulée le 4 août 2020.
Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire 4 mois dans une association qui reconstruisait les bâtiments détruits. Et je savais que je gardais de toute façon cette histoire de Lebanon Mountain Trail pour plus tard, parce que les montagnes sont hautes au Liban, donc il neige. Et donc, en fait, je savais qu'il fallait que j'attende le printemps. Ça me laissait aussi le temps de potentiellement rencontrer des gens avec qui partir sur ce Lebanon Mountain Trail, parce que j'étais pas sûre de vouloir le faire seule. Au début, je m'étais dit que je ferais cette randonnée seule parce que à l'époque, je supportais pas la solitude. Et je m'étais dit, en fait, il faut travailler là-dessus. Comme il y a 2 ans, j'ai eu peur de l'inconnu, je suis partie au Liban. Là, c'est bien de repousser un peu ses limites par rapport à ça. Sauf qu'après, en fait, c'est posé la question de la sécurité seule, en pleine montagne, au Liban. Et les Libanais, en fait, disaient tous de ne pas partir. Sur le site du Lebanon Mountain Trail, il y a une liste de guides. Donc, tous ceux qui étaient anglophones ou francophones, je les ai contactés. Je leur ai dit, voilà ce que je veux faire, qu'est-ce que vous en pensez? Ils m'ont tous dit que c'était quand même très dangereux. Guide ou pas, en fait, il fallait que je parte avec quelqu'un. Sauf un qui m'a dit, écoute, t'as l'air vraiment décidé. Donc, vraiment, pars seul, il faut que tu fasses attention, mais tu peux partir seul. Le seul truc, c'est que je te déconseille de marcher seul dans le Hakkar, région au nord du Liban, parce que c'est une région assez pauvre. Mais voilà, j'ai décidé de les faire avec quelqu'un. Et donc, je m'étais fait un ami qui est moniteur de ski. Il était partant pour partir avec moi. Et du coup, donc avant de partir, on s'organise. C'est surtout moi qui ai organisé. Et il me disait, bon, écoute, je t'accompagne. Mais pas hyper fiable. Mais je pense que j'étais un peu dans le déni. En fait, je me disais... je trouve personne d'autre, donc il s'appelle Jean-Claude, c'est ce fameux Jean-Claude qui va m'accompagner, et puis ça va le faire pendant 4 jours en fait, juste cette région du Hakkar, et puis après je continuerai toute seule. Et donc la veille du départ, je me souviens très bien, je suis en cours d'arabe et le fameux Jean-Claude m'envoie un SMS pour me dire en gros écoute, je peux pas partir avec toi demain, il m'est arrivé tel truc, j'ai tel problème. Et donc j'essaie de le convaincre de trouver des solutions, mais en fait, au fond, il a juste pas du tout envie de partir. À ce moment-là, c'est hyper compliqué parce que c'est quand même un projet que j'ai depuis 1 an et demi, quelque part dans ma tête. Et là, je me dis, en fait, il est en train de tout ruiner parce que je sais pas comment faire. Il faut que je trouve quelqu'un d'autre pour partir au Hakkar. On m'a dit que je pouvais pas le faire toute seule. Donc voilà, dans ma tête, il y a pas de solution. C'est un peu la fin de l'aventure, etc. Je suis très en colère. Et en fait, mon coloc me dit écoute, t'as qu'à commencer par le sud, comme ça t'as pas de problème de sécurité, ça te laisse du temps pour trouver quelqu'un pour le nord, détends-toi, tu vas le faire ce Lebanon Mountain Trail. La veille, je fais un dîner avec tous mes amis de Beyrouth. C'était super chouette. Tout le monde est venu parce que vraiment tout le monde a été au courant de mon projet. Tout le monde m'en entendait parler depuis des jours, des semaines. Ça m'a pas mal détendue parce que j'étais stressée et puis ce changement de programme de dernière minute m'avait un peu tendue. À ce moment-là, j'essayais de pas trop penser au lendemain, plus au confort du matelas de ma chambre, en sachant que j'allais potentiellement dormir sous la tente pendant 1 mois. Le lendemain matin, je me réveille de bon matin et je prends le café avec donc Karam, qui était donc mon coloc et meilleur ami libanais, parce que le café au Liban, c'est vraiment quelque chose de sacré. C'est un café qu'on fait dans une espèce de petite casserole qui est très haute et pas très large, qui s'appelle le rakoué. Et en fait, on fait bouillir de l'eau sur les plaques et on verse ensuite du café dedans, qui est moulu de manière plus fine que le café que nous on utilise, il me semble. Et en fait, directement dans ce rakoué, et on le fait bouillir un certain nombre de fois. Alors là, il y a une technique. Et après, on attend que le marc redescende. Et en fait, on le verse directement dans des petites tasses qui s'appellent les fenjen, qui sont des petites tasses en général blanches avec des décorations dessus, qui sont assez jolies. Et du coup, on se resserre plusieurs fois du café et il y a toujours ce marc au fond. Et c'est synonyme d'accueil pour eux. Quand tu arrives chez des Libanais, ils te servent le café, même à 11h le soir. Ils n'ont pas du tout cette notion de caféine. Donc voilà, on boit le café, on écoute de la musique, une artiste libanaise qui s'appelle Férouz. Je suis hyper fébrile sur le balcon, avec cette vue sur Beyrouth. Et puis au bout d'un moment, il me dit bon, tu montes dans la voiture, ton sac est prêt et je t'emmène au bus. Alors les bus au Liban, c'est des vannes qui prennent toujours les mêmes itinéraires et en fait on les arrête
Enfin, on se met n'importe où et on les arrête d'un signe de la main et on descend n'importe où aussi. Donc, ils me déposent au bord de l'autoroute pour monter à la montagne. Il arrête un bus et vraiment, il me met dedans. Et il me dit, bon, bah, on se voit dans un mois. Et là, je me retrouve toute seule dans un van, tout au fond, avec que des militaires qui me regardent, qui se demandent un peu ce que je fais avec ma tenue de rando. Et là, vraiment, je sais pas trop à quoi penser. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Donc, j'attrape mon sac et là, je vois que toutes mes affaires sont trempées parce que j'ai mal fermé ma gourde, dont le livre auquel je tiens, que j'ai pris avec moi. Donc là, je me dis, bon, bah super, ça commence bien. Mais bon, j'essaye d'en rigoler, je me détends un peu. Je me dis, en fait, j'ai toujours l'impression de faire des trucs dans ma vie. Et puis, en fait, le jour où ce projet arrive, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Mais là, je me dis, bon, arrête de te poser tes questions. Vas-y, de toute façon, t'as plus le choix. Et puis, au pire, si ça se passe mal, en fait, tu prends un bus, tu rentres à Beyrouth. Le pays est pas grand. Donc voilà, je suis dans ce van et on se dirige vers du coup le sud-est du Liban, pas très loin de la frontière syrienne, vers le village de Rachaya d'où je pars. J'avais jamais emprunté cette route avant et c'est vraiment, à ce moment-là, j'ai un peu une sensation de bout du monde parce que donc c'est des paysages que je connais pas. Et puis je me dis, bon, je pense qu'il y a un énorme sentiment de solitude qui va m'envahir quand le bus va me déposer au milieu du village. Et en fait, pas du tout. Je descends du bus et là, en fait, j'ai vraiment ce sentiment. Je me dis, bon, bah, je sais pourquoi je suis là, quoi. Au début, j'ai pas trop de marques. Je commence par aller dans un magasin acheter à manger, un truc un peu bête, mais je me dis bon, je vais faire un truc que je sais faire. Après, je partirai. Donc, je déjeune vraiment sur le pouce. Je commence à marcher et puis en fait là, je me rends compte qu'en fait marcher c'est sympa. Je le fais régulièrement, mais je le fais souvent avec des gens. Ou alors, je sais que c'est une après-midi. Là, je me dis ok, là, je suis en train de marcher. Je sais pas quoi penser, pas quoi faire, et personne à qui parler. Et ça va durer 1 mois, quoi. Je suis pas en pleine montagne pour le premier jour. Je suis dans des plaines ou au bord de route. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus beau, de plus agréable. Que je suis au sud de la plaine de la Bekaa, qui est à l'est de la chaîne du Mont Liban. Dans cette plaine-là, il y a énormément d'agriculture. Donc en fait, je traverse surtout des champs. C'est assez vert parce que c'est la fin de l'hiver, le printemps. En fait, je pars quasiment du pied d'une montagne qui s'appelle Jabal el-Sher, qui est à la frontière avec la Syrie. Et cette montagne est très belle parce qu'il y a encore de la neige dessus, mais ça fait comme des zèbres. Donc entre le noir et le blanc, parce qu'il n'y a pas de la neige partout. Et donc je vois s'éloigner cette montagne petit à petit quand je marche dans les champs. Je me dis quand même que voilà, faut que ça se mette en place. Faut pas que je trouve le temps long. Et puis ça ira, quoi. Je marche dans ces champs pendant une après-midi. Et donc j'arrive dans un premier village. C'est les premières personnes quasiment que je croise depuis que je suis partie. Et tout le monde, c'est marrant, tout le monde me pose la même question. Tout le monde me pose Léla Hélik, ça veut dire en arabe pourquoi t'es toute seule. Donc je réponds toujours la même chose, je dis parce que j'ai envie d'être toute seule. Enfin, voilà, je développe pas trop. Je croise 2 enfants qui commencent à me parler en arabe. J'avais pris pas mal de cours d'arabe, donc j'arrivais à me débrouiller quand même un peu en arabe, en dialecte libanais. Et donc je parle avec ces 2 enfants qui commencent à prendre des photos avec moi parce que je pense qu'ils trouvent ça marrant. La première randonneuse qu'ils voient dans leur village comme ça, toute seule. Et on commence à discuter. En fait, ils marchaient avec moi dans le village et à la sortie du village, ils me disent « Mais tu dors où ce soir ?» Et là, je leur dis je sais pas du tout. En fait, je devais pas m'arrêter dans ce village-là. Je leur dis « Je sais pas du tout. » Ils me disent « Écoute, t'as qu'à venir chez nous. Au moins, viens prendre le café à la maison et après, on voit. » À ce moment-là, j'ai rien à perdre. De toute façon, je sais pas où dormir. Donc, je leur dis oui en me disant je sais pas du tout où je vais atterrir. Il y a une espèce de cour devant la maison où est garée la voiture et ils vont chercher les parents dans la maison. Et moi, j'ose pas rentrer. Je suis avec mon sac et puis j'ai l'impression d'être en trop, d'être un peu gauche avec mon sac. Je sais pas où me mettre et j'ose pas rentrer dans la maison. Et donc les parents sortent. Ils me regardent un peu bizarrement. Les enfants expliquent qui je suis et ils me disent rentre. Moi, je me souviens, j'ose même pas rentrer mon sac à l'intérieur. Je sais vraiment pas où me mettre. Et je rentre. Ils me mettent directement dans le salon. Dans les maisons libanaises, le salon, c'est vraiment le cœur de la maison. La famille passe sa vie dans le salon. Il y a plein de canapés disposés en carré souvent. Et donc là, j'arrive. Donc il y a la grand-mère qui est très très âgée, qui se lève pas beaucoup du canapé, les parents, les enfants, les oncles et les tantes et des cousines. Et donc tout le monde me regarde vraiment comme si j'étais une extraterrestre, quoi.
Cette famille, j'apprends que c'est des Druzes. Et les Druzes, c'est une minorité musulmane issue de la branche chiite de l'islam. Et ils sont présents en Syrie, Palestine, Liban. Ils ont beaucoup été persécutés, donc en fait, ils sont beaucoup dans les montagnes. Et donc en fait, je me retrouve dans cette famille druze. Et à ce moment-là, ils me servent le maté, qui est la boisson des Druzes au Liban. Et en fait, au fur et à mesure, je vois des gens arriver et je me rends compte que c'est des amis, de la famille, et qu'en fait, ils les ont tous appelés pour leur dire il y a une randonneuse toute seule, française, dans notre salon. Venez voir, quoi. Et donc c'est marrant, je vois des gens défiler et je me retrouve surtout chez eux le soir de l'Aïd, qui est la fête de la fin du Ramadan. Et donc ils ont prévu un gros repas pour fêter cette fin du Ramadan. Du coup, ils me demandent si j'aime la viande. Alors, il faut savoir qu'avec la crise au Liban, la viande devient très rare. Enfin, très cher, et donc en fait les gens n'en mangent pas au quotidien, et c'est un honneur d'avoir de la viande quand on est invité chez quelqu'un. Et moi à ce moment-là j'ai faim, j'avoue que j'imagine vraiment la belle pièce de viande, et du coup je dis bah oui j'aime la viande, et en fait une demi-heure plus tard je me retrouve à table avec le grand-père en face de moi en plus, donc je suis obligée de manger avec que de la viande crue, donc que du mouton. Moi j'aime pas trop le mouton, et là en fait c'était que des abats, quoi. Donc je pense que c'était les 3 choses réunies que j'aime pas sur la table, et donc il y avait que ça à manger. Je pouvais pas me rabattre sur autre chose. Donc ils mangent ça dans des bouts de pain libanais plat. Donc ils me voient pas trop manger, enfin, un peu hésiter, et vraiment ils prennent la viande avec leurs doigts, ils la mettent dans un bout de pain, ils me la mettent à moitié dans la bouche. Ils boivent aussi à ce moment-là l'arak, qui est un peu l'alcool national. Ça a le goût du pastis en gros. Moi c'est un alcool que j'aime bien, et je me dis surtout ça va faire passer le goût des abats, donc je suis pour. Je bois de l'arak, mais comme de l'eau, pour faire passer le goût de la viande, parce que c'est assez intense. Puis du coup le grand-père ça l'amuse, il me dit ah c'est marrant, la française elle boit vraiment beaucoup d'arak. Il commence à me demander ce que je veux faire le lendemain. Et donc moi, innocemment, je leur présente ce que j'ai prévu, en fait, de continuer à faire une autre étape, etc. Là, le père, il me dit bah non, tu ne peux pas faire ça. Parce que entre tel endroit et tel endroit, c'est une route avec plein de Syriens. Donc tu vas vraiment te faire agresser, voler toutes tes affaires. C'est pas possible. Et donc, moi, c'est un mélange de... Forcément, il crée de la peur, même si je sais que c'est pas forcément vrai, que en fait, il y a un moment, je donne quand même de la légitimité aux Libanais qui habitent le pays, et ils me répètent en boucle que c'est dangereux, donc moi, ça commence à m'inquiéter un peu. Mais d'un autre côté, j'ai prévu de faire ça, on m'a dit que c'était pas dangereux. Donc il n'y a pas de raison que je le fasse pas. Il y avait vraiment aussi cette idée en partant seule que j'avais vraiment envie de faire ce que je voulais. Et donc là, en fait, ça m'énerve d'avoir quelqu'un qui se met en travers de mon chemin, quelqu'un que je connais pas, qui m'a offert un accueil qui est dingue. Mais en fait, n'empêche que c'est pas mon père. J'ai pas envie que il m'empêche de faire cette étape. Et donc je tiens bon. Je vois que ça fonctionne pas. Et vraiment, je me dis à ce moment-là, il va pas me laisser partir. Et donc j'appelle mon meilleur ami libanais qui parle vraiment libanais, pour qu'ils en discutent, pour qu'ils le rassurent. Et donc ça fonctionne pas. Et donc Karam, mon pote libanais, me dit bah non, enfin vraiment c'est pas négociable. Il va te conduire en fait 10 km plus loin. Je lui dis que dans un village un peu après, j'ai des amis, et que je prévois d'aller chez eux au final, que j'ai changé d'avis, que je comprends que ça soit dangereux, et que je dormirai chez eux le soir d'après. Et donc en fait il me dit bon bah ok, je t'accompagne jusqu'à ce village-là. Donc en lui disant ça, je me dis il va me conduire en voiture, mais moins loin que ce que lui voulait à la base. Je vais me coucher, mais là pour le coup un peu énervée et un peu écœurée, en me disant bon bah voilà, je vais faire de la voiture demain, alors que je m'étais promis de pas monter dans un véhicule motorisé de toute ma traversée du Liban. Et là, au 2e jour, c'est déjà foutu. Donc à ce moment-là, je suis un peu... il y a un mélange de fatigue, d'arak, un peu énervée. Donc je vais me coucher en me disant aussi que c'est toujours peut-être un peu négociable le lendemain. Et en fait, le lendemain, je me rends compte que c'est vraiment pas négociable. Donc déjà, en plus, on traîne dans le village. Ils veulent encore me présenter à la moitié du village, etc. Donc là, à ce moment-là, je trépigne un peu. J'ai envie de marcher. Donc ça traîne, on finit par partir à 11h en voiture. C'est une voiture qui est
très très ancienne, je sais pas comment elle roule, une vieille Mercedes avec des vieux sièges en cuir. On est je sais pas trop combien dans la voiture, je dirais 7 ou 8. Et en fait, ils sont hyper contents ils ont l'impression de me sauver, de m'aider énormément en m'avançant de 10 km. Mais moi, vraiment, je me souviens, je suis au bord des larmes dans la voiture. Avec du recul, c'est peut-être un peu exagéré, mais en fait, sur le coup, j'ai juste envie de marcher, j'ai juste envie de faire le truc que j'ai prévu depuis 1 an et demi, et des inconnus m'empêchent de faire ça, donc je comprends pas trop, et ça me frustre énormément. Et à ce moment-là, je relativise pas du tout, j'ai l'impression d'avoir vraiment raté quelque chose dans ce Lebanon Mountain Trail, quoi. On dit parfois que le Liban, c'est le pays où il y a 18 communautés religieuses qui cohabitent ensemble. Elles ne cohabitent pas ensemble. Bien sûr, il y a des cas où elles cohabitent, mais en fait, il y a beaucoup de tensions entre chrétiens et musulmans, encore à l'heure actuelle. Et en fait, ces communautés, elles ont peur les unes des autres. Elles ont peur et en fait, elles ne se connaissent pas entre elles. Il y a des villages chrétiens, des villages musulmans, et ils se mélangent très peu. À Beyrouth, bien sûr, les gens se mélangent, les gens donnent moins d'importance à la religion, etc. Mais dans les montagnes, c'est pas comme ça. Et du coup, les gens ont peur. Et en fait, quand je passais d'un village chrétien à un village musulman, en fait, dans le village chrétien, ils me disaient « Va surtout pas là-bas parce que ça va être dangereux ». Quand je recommence à marcher, je me souviens, je suis très très heureuse. Et je me dis que ça y est, là c'est parti, j'ai une envie folle de marcher, donc je marche vite. Là je suis vraiment libre et ce soir je fais pas la même erreur, je redors pas forcément dans une famille parce que j'ai peur qu'ils me bloquent encore. Donc la première heure, je suis vraiment dans cet état d'esprit-là. Après en fait c'est mes premiers pas dans la montagne, sans réseau. Donc déjà ça grimpe, il fait chaud, donc ça calme un petit peu quand même, avec le sac sur le dos. Je réalise qu'en fait pour la première fois de ma vie, je suis vraiment seule avec moi-même et qu'en cas de problème, en fait, je peux compter sur personne d'autre. Je réalise que dans la vie de tous les jours, on a toujours soit du réseau, donc on peut appeler quelqu'un, soit il y a quelqu'un dans les parages, soit voilà, on peut espérer tomber sur quelqu'un dans l'heure qui arrive si on a un problème. Mais en fait, là, il n'y a personne sur ces chemins. Enfin, le Lebanon Mountain Trail, c'est très très peu emprunté. Ou alors c'est fait par des groupes l'été, mais là, au mois de mars, comme ça, il y a personne. Et donc, je me dis vraiment que, voilà, en cas de problème, je serai seule avec moi-même, mais... Donc au début, vraiment, ça m'inquiète. J'essaye de m'occuper l'esprit comme je peux. J'écoute de la musique, je commence à apprendre des poèmes. Et en fait, petit à petit, ce sentiment, il se dissipe. Je suis de plus en plus rassurée. Même au début, quand je croise des gens, j'ai peur parce que je me dis, en fait, on m'a tellement dit que les gens allaient m'agresser que je peux pas m'empêcher, dès que je vois quelqu'un, de me dire genre, oh, ok, c'est un danger. En fait, je vois chaque personne comme un danger. Et petit à petit, je me rends compte que les gens sont incroyables. Ils sont d'une gentillesse dingue avec moi parce qu'ils ont juste envie de m'aider, parce qu'ils voient que je suis seule. Même si je suis pas en difficulté, ils ont envie de m'aider et d'être sympa. Et du coup, en fait, petit à petit, ce sentiment se dissipe. Et donc, je commence à vraiment prendre du plaisir à marcher, à me détendre et à aussi apprécier l'inconnu, de pas savoir où je vais être le soir. Et les paysages sont vraiment beaux. Je commence vraiment à monter dans la montagne. C'est très vert à cette saison. Il faut savoir que le Liban, c'est pas du tout un désert. Enfin, il n'y a pas de désert au Liban. Il n'y a pas de chameaux. Enfin, voilà. Il y a pas mal de clichés sur ce pays. C'est très montagneux. Alors, c'est pas du tout la même végétation qu'en France. On n'a pas des forêts de sapins, etc. Mais il y a beaucoup d'arbustes, beaucoup de pelouses. Voilà, c'est très très joli. Et surtout, en fait, de cette chaîne de montagnes, on voit régulièrement la mer. C'est très beau parce que y a la montagne, la mer au fond. Enfin, c'est des paysages assez uniques. Ou en tout cas qui changent beaucoup des Alpes dans lesquelles j'ai grandi. Au bout de quelques jours de marche, j'arrive dans la région du Chouf, qui est une région montagneuse, située sur le mont Liban, à peu près au centre du pays, au niveau de Beyrouth, mais plus à l'est, dans la montagne. Et c'est vraiment une région qui me marque, enfin, j'en ai vraiment conscience quand j'y suis. Le Chouf, en fait, c'est une région où la nature est très belle parce que l'autorité du Chouf fait beaucoup d'efforts pour protéger la nature dans cette région. Au Liban, le gouvernement est complètement défaillant. Les régions jouent un rôle important si elles veulent faire des choses sur leur territoire. Et dans le Chouf, il y a beaucoup de choses qui sont faites. C'est une des dernières régions où il y a encore des cèdres du Liban, le fameux symbole du pays que l'on voit à peu près partout. C'est un arbre, quand il est jeune, qui ressemble un peu à un sapin français, enfin, qui n'a rien d'exceptionnel, entre guillemets, mais en fait, en poussant,
Ça devient un arbre avec un tronc énorme et des branches très horizontales. Et du coup, en fait, il pousse à l'horizontale. Donc, ça fait des arbres qui sont pas très, très hauts, mais qui sont très larges et du coup, très imposants. Et donc cette région du Chouf a fait des parcs naturels avec les cèdres. Il y a beaucoup de terrains avec des restants, qui est beaucoup de vergers. Enfin voilà, c'est très vert. On marche sur les chemins et on voit la mer, on voit Beyrouth au fond. Enfin voilà, c'est assez impressionnant. Et donc moi j'arrive là-bas sans trop tilter qu'en fait tel jour je vais arriver dans le Chouf. Et en fait quand je marche sur les premiers sentiers du Chouf, je suis vraiment frappée par la beauté de la nature qui m'entoure. Et les jours ont passé, je me suis habituée à marcher. J'ai plus du tout peur quand je marche seule. Je suis vraiment bien. Et en fait, vivre aussi proche de la nature toute la journée, ça me marque vraiment. La première journée où je passe dans les réserves de cèdres, il y a une grosse montée, il commence à pas faire beau, et donc je suis dans les nuages, et c'est très très raide, donc je suis vraiment concentrée sur mes pieds, je regarde que mes pieds, il fait froid, je suis dans les nuages, et à un moment je lève la tête, mais en fait ça faisait 1 heure que je marchais au milieu des cèdres, que j'avais pas vu depuis mon départ, c'était mon premier jour dans les cèdres, et en fait à un moment je lève la tête et je les vois tout autour de moi, à moitié dans les nuages. En fait, depuis le début de ma marche, je porte une tente, mais j'ai jamais dormi dedans parce qu'à chaque fois, je trouve des gens chez qui dormir ou des lieux où dormir. À ce moment-là, je suis avec 2 amis qui m'ont rejoint sur la journée. Et en fait, on s'arrête à un endroit pour pique-niquer, une espèce de clairière au milieu des cèdres. Et là, je me dis, mais en fait, c'est ici que je veux dormir ce soir. Je veux pas aller jusqu'au village d'après, fin de l'étape. Je veux m'arrêter là parce que c'est tellement beau et c'est une expérience de dingue de dormir, je trouve, au milieu des cèdres, au milieu de la réserve, au milieu de la nature. Donc en fait, je suis redescendue avec eux parce qu'après eux, ils repartaient. Je suis remontée. Et là, pour le coup, j'étais vraiment au milieu de nulle part, toute seule, parce qu'en fait, les réserves sont fermées la nuit, donc il n'y avait pas de raison qu'il y ait des gens. Et donc, je dors dans cette forêt de cèdres. Il y a un ciel étoilé de dingue, parce que à Beyrouth, on voit pas les étoiles à cause de la pollution lumineuse, atmosphérique. Donc, j'observe toute la nuit, parce que de toute façon, j'arrive pas à dormir à cause du froid, ce ciel. Et il y a aussi beaucoup de bruit d'animaux parce que je suis en pleine nature. Je suis vraiment contente à ce moment-là d'être autant dans la nature. Enfin, vraiment, j'ai l'impression. Et puis, je suis seule. Donc, en fait, c'est vraiment... t'as vraiment cette connexion à la nature que, en fait, j'avais jamais ressentie avant et qui me marque beaucoup à ce moment-là. Pendant cette période dans le Chouf également, je m'arrête une nuit chez une dame qui s'appelle Lamia. J'avais prévu, en fait, de m'arrêter chez des gens que je connaissais 2 nuits et puis me reposer potentiellement une journée en fonction de mon besoin ou pas. Et là, je me dis que ça serait pas mal de m'arrêter une journée pour me reposer un peu. Et en fait, cette dame, elle a une maison d'hôtes qu'elle a créée au milieu du Chouf, à côté de la ville de Barouk. Et en fait, je l'avais rencontrée au hasard quelques mois avant. Et on avait vraiment accroché. Enfin, c'est une dame qui est incroyable, qui a une force de caractère assez marquante et qui est très maternelle. Et je m'arrête chez elle en me disant que je vais l'aider une journée dans sa chambre d'hôte. Elle a un rapport à la nature qui est incroyable. En fait, elle cuisine beaucoup pour sa maison d'hôte et elle cuisine le plus possible avec des plantes, des produits naturels. Et elle, vraiment, le matin, elle me réveille, elle me dit allez Apolline, on va au supermarché. Elle m'emmène sur un chemin de montagne et on cueille plein d'herbes pour faire des salades toute l'après-midi. Enfin voilà, elle a vraiment changé mon regard sur la nature et je réalise tout ce qu'on peut trouver dans la nature, etc. Je dis toujours que ce Lebanon Mountain Trail, il aurait été différent dans un autre pays en raison des gens qui m'accueillent. Parce que voilà, au même titre que la nature et que l'effort physique, que la randonnée, l'accueil des gens est vraiment une composante de cette aventure. Et je cherche tous les soirs à dormir chez les gens, chez des gens qui peuvent m'accueillir. Parce que en fait, je suis seule toute la journée et donc je suis partie en me disant que j'ai testé la solitude. Au final, j'apprends quand même à aimer ça, à tolérer ça, puis au final à aimer ça. Mais ça n'empêche que je suis quand même contente de voir du monde le soir. Je suis bavarde, donc voilà, j'aime bien discuter avec des gens, faire des rencontres. C'est hyper enrichissant. Donc déjà, en fait, je pars avec cette idée que c'est important pour moi de rencontrer des gens le soir. Et en plus, je tombe que chez des gens incroyables qui veulent m'accueillir parce qu'en fait, j'ose pas toquer aux portes parce que avec la crise actuelle, en fait, j'ai pas envie de m'imposer chez les gens.
Et puis en fait, quand les Libanais t'accueillent, ils font pas les choses à moitié, donc ils te font à dîner, ils te donnent tout ce qu'ils ont, et ils feront pas autrement parce que c'est la culture là-bas. Je sais que le pays est en crise, que les gens ont pas forcément les moyens, qu'ils le feront quand même. Donc en fait, j'ose pas m'imposer chez les gens et j'attends d'en rencontrer dans la rue. Enfin, ça vient vite quand même parce que les gens me parlent. Je tombe que chez des gens qui sont très accueillants, qui sont incroyables et qui ont pas forcément la même mentalité que moi à ce moment-là, qui comprennent pas forcément ce que je fais, qui acceptent quand même, qui sont curieux, qui posent les questions, qui veulent me faire découvrir leur vie à eux, leur culture, de leur village, de leur région, et qui me donnent beaucoup. Et en fait, quand t'es parti de chez toi depuis 2 semaines, que t'es seul dans un autre pays, et ben en fait, avoir un tel accueil, avoir la sensation que tu peux aussi parfois te reposer sur des gens, en fait ça fait du bien et ça requinque pour le lendemain, quoi, pour refaire 30 bornes le lendemain. Donc j'ai vraiment trouvé un équilibre comme ça entre la solitude, la journée et puis ces rencontres incroyables le soir. J'aime aussi beaucoup marcher, enfin vraiment me lever tous les matins pour reprendre la route. C'est un truc que j'ai envie de faire. Je souffre pas tant que ça de la randonnée. Alors j'ai mal aux jambes, j'ai des ampoules, surtout au début qui me font beaucoup mal, mais en fait ça passe assez vite et j'ai pas l'impression de sortir complètement de ma zone de confort. Je marche entre 20 et 30 km par jour avec entre 800 et 1000 mètres de dénivelé positif à peu près par jour. Mais en fait ça se fait assez bien, j'ai toute la journée pour le faire et les paysages sont tellement beaux qu'en fait ça défile vite. Quand j'arrive dans la partie un peu nord du Lebanon Mountain Trail, j'arrive au-dessus d'une vallée qui s'appelle la vallée de la Kadisha, qui est très belle. Et surtout, au-dessus de cette vallée, il y a le sommet du Liban, et même c'est le sommet de la région du Levant, qui s'appelle Urnet El Saouda, qui culmine à 3088 mètres, qui n'est pas du tout sur le Lebanon Mountain Trail. Enfin, en gros, l'itinéraire passe en bas. Mais moi, ça fait plusieurs jours que je me dis que j'ai bien envie de le faire, que j'ai envie de prendre une journée de plus pour le faire. Surtout que du coup, j'ai pas fait les 2 étapes au sud du Lebanon Mountain Trail, donc j'ai de la marge. Donc j'ai bien envie de faire ce sommet. Et pour moi, c'est assez symbolique. En fait, je suis dans un pays depuis 1 an, j'ai envie de gravir son sommet. Je me dis qu'il va y avoir une vue de dingue en haut. Mais du coup, il n'y a pas d'itinéraire. Alors, il n'y a pas du tout d'équivalent GR au Liban comme on a en France. Hormis le Lebanon Mountain Trail, c'est compliqué de trouver des chemins de randonnée bien tracés. Je m'organise plus ou moins, enfin, je trouve un chemin pour monter en haut. Je repère à peu près. J'ai déjà quelques jours avant gravi une montagne qui n'était pas sur l'itinéraire et je me suis retrouvée en fait c'était pas très accessible, j'ai un peu galéré, donc là je me demande si ça va être pareil. En fait je sais pas du tout comment ça va être en haut, mais je me dis bon bah je tente. Vraiment je suis dans un état d'ivresse parce que je me dis bon bah voilà, je vais gravir le sommet du Liban. C'est une montagne que je connais pas, qui a l'air magnifique, donc vraiment je pars de bon matin, d'un bon rythme. Je suis vraiment heureuse. J'ai le sourire aux lèvres dans la montée, alors que vraiment je suis seule. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel, mais en fait, moi, je vis vraiment ça de manière assez intense. Et puis, ça fait vraiment 2 semaines que je suis partie, donc j'ai vraiment décroché de ma vie à Beyrouth, de mes histoires de reportage, de mes amis, de toute ma vie à Beyrouth. Enfin, là, je suis vraiment à fond là-dedans. J'ai cet objectif et j'ai vraiment envie de l'atteindre. Et donc je monte en fait au début sur des pistes de ski parce que donc c'est une station de ski, le pied de cette montagne. Et donc je monte le long d'une piste de ski. Et donc c'est assez bien tracé, tout se passe bien. Ça monte beaucoup, ça monte raide, mais bon voilà, je tiens le coup. Et après en fait c'est des paysages assez particuliers. J'arrive en haut d'une plaine avec des espèces de collines et au fond j'en vois une. À ce moment-là il y a de la neige, je marche dans la neige, j'ai un peu les pieds trempés, mais je me dis que bon, tant pis, je sécherai en bas. Il y a ces espèces de collines et au bout il y en a une qui est plus haute que les autres et je me dis ok c'est là-bas. Et du coup en fait là vraiment je trace tout droit. Je me dis bon bah j'ai l'objectif en vue maintenant, je trace quoi. Et du coup je monte jusqu'en haut de ce sommet-là. C'est assez impressionnant en haut parce qu'il y a vraiment rien. Enfin c'est un espèce de plateau qui est complètement désertique avec de la neige
Et sinon, de la terre, il n'y a pas du tout de plantes. On voit d'un côté la mer, de l'autre côté, on voit toute la plaine de la Bekaa, la Syrie au fond. Et je suis vraiment seule au monde. Et je reste bien 2 heures là-haut à vraiment profiter à fond. Enfin, il y a un silence qui est assez marquant parce que le Liban, c'est très bruyant. Entre les klaxons, entre les voitures, il y a énormément de voitures. Et les générateurs, parce qu'il y a des problèmes d'électricité, donc il y a beaucoup de générateurs privés. Donc c'est des moteurs qui tournent partout, dans toutes les maisons, en fait, en permanence. Et là, il y a un silence qui est incroyable. Et donc vraiment, je profite de ce moment et ça reste un des moments les plus marquants de ma randonnée. Donc après cette belle aventure et étape du sommet du Liban, en El Saouda, je traverse la vallée de la Kadisha, qui est une très très belle vallée, là pour le coup très verte, avec une rivière au fond qui s'appelle la Kadisha. Cette vallée, donc elle est magnifique en fait, elle fait 16 km de long et elle est très étroite. C'est une fissure dans la roche, quoi. Et donc je traverse toute cette vallée-là, pour ensuite remonter, traverser une dernière réserve de cèdres qui s'appelle la réserve de Erden. Et après, donc, c'est vraiment l'entrée du Akkar. Je suis jamais allée dans cette région alors que j'ai vraiment beaucoup voyagé au Liban depuis que j'y suis. C'est une région qui est aussi très verte. Il y a énormément de vergers, beaucoup d'arbres fruitiers, beaucoup d'agriculture. Beaucoup de bergers, mais peu d'habitations. Enfin, c'est assez sauvage comme région. Et il y a cette vue sur la mer, parce que c'est vraiment la montagne tombe un peu à pic et après c'est des plaines jusqu'à la mer. Et puis on voit la Syrie au fond. Enfin, on a vraiment cette impression d'être un peu au bout du Liban. À ce moment-là, je suis assez étonnée de voir combien mon regard sur la solitude a évolué aussi vite. En tout, j'ai marché 24 jours, je suis pas partie 6 mois à l'autre bout du monde. Et en fait, ça s'est fait très vite. Et d'une peur bleue de la solitude, en fait, j'ai vraiment appris à tolérer ça et ensuite à aimer ça. Et les quelques personnes qui m'ont rejoint sur le sentier, en fait, elles m'ont pas dérangée, mais je me rendais compte qu'en fait, j'étais contente aussi à la fin qu'elles repartent et de me retrouver seule parce que j'ai l'impression aussi de vivre les choses plus intensément quand je suis seule parce que je suis 100% concentrée sur la nature, 100% concentrée sur mon effort physique, sur ce que je peux lire. J'ai un livre avec moi. J'ai emmené Le Prophète de Khalil Gibran qui est un peu la Bible de tous les Libanais, qui est vraiment un classique de la littérature libanaise. Surtout, en fait, cette solitude, elle me permet de faire vraiment ce que je veux. Et on a quand même, mine de rien, tout le temps des contraintes dans la vie de tous les jours. Et en fait, c'est une parenthèse assez particulière où, en fait, je marche si je veux, je m'arrête si je veux, je mange, je bois, je dors à l'heure que je veux. Et ça peut paraître un peu dérisoire, mais en fait, quand on le vit à 100%, c'est assez grisant aussi comme sentiment. Et c'est ça que je retrouve en fait dans la solitude, moi, quand je fais ce Lebanon Mountain Trail. Et je suis hyper contente parce qu'en fait, quand je pars, je me dis quand même que je vais le faire, mais que ça va pas être facile. Je vois quand même un peu ça comme un défi, comme une épreuve. Et en fait, ça devient quelque chose dont je suis absolument accro. J'ai pas du tout envie de rentrer à Beyrouth. Et j'aime énormément, à ce moment-là, cette solitude. Je suis encore surprise du bonheur ressenti. En fait, je suis pleinement heureuse et en fait, ça m'étonne d'être aussi heureuse grâce à la nature, la randonnée et la solitude. Enfin, c'est des trucs un peu bateaux. Dans la vie de tous les jours, je passe mon temps à faire plein de choses. Et en fait, pour moi, le bonheur, il vient pas forcément de choses aussi simples. Et voilà, ça peut paraître un peu bateau à dire, mais au final, je me rends compte vraiment que il m'en faut pas plus, quoi. Ça me rend aussi heureuse parce que je me dis, mais en fait, la nature, elle est là, elle sera toujours là. Donc en fait, si j'ai besoin d'être heureuse, s'il me suffit entre guillemets que d'aller marcher en montagne, en fait, c'est pas très compliqué. J'ai un peu trouvé le secret du bonheur entre guillemets. Mon dernier jour de marche, le chemin il est beaucoup plus long que prévu. J'ai qu'une envie, c'est d'arriver, mais l'avantage c'est que je sais où je vais arriver parce que j'ai dormi chez quelqu'un la veille qui m'a donné le contact
d'une famille qui habite le village d'après. Et je sais, donc je les connais pas du tout, hein, mais je sais que j'ai un contact et qui est prêt à m'accueillir. Et donc j'essaye de communiquer avec lui pour savoir où je peux le retrouver, parce que c'est un village que je connais pas du tout. En gros, c'est le premier village du Hakkar, donc village musulman, très arabophone. Dans le nord du pays, ils ont un accent qui est très très fort. Donc en fait, je comprends vraiment pas grand-chose de ce qu'ils disent. Donc c'est pas très compréhensif pour moi qui apprends le libanais. Et donc en fait, on parle par messages vocaux, mais vraiment je comprends pas ce qu'il dit. Donc je les transfère à un autre libanais qui parle aussi français pour qu'il me les traduise. Enfin voilà, un peu galère. Mais je finis par retrouver cette personne qui s'appelle Bilal, qui est un père de famille, et je suis tout de suite vraiment marquée par cette personne. Je pense qu'il faut vraiment la rencontrer pour comprendre, mais qui est d'une douceur, d'une gentillesse, qui a un regard mais tellement bienveillant. Et après, l'après-midi que je viens de passer, en fait, c'est tout ce dont j'ai besoin. Et donc, je me souviens, il me retrouve dans la rue, sur les hauteurs du village. Il attrape mon sac à dos. Enfin, vraiment, il me voit fatiguée. Il attrape mon énorme sac à dos, il le met directement sur ses épaules. Il me dit, bon, allez, viens chez moi, on va prendre une douche, machin. Il faut se dire que chaque soir, j'étais quand même un peu parachutée dans des familles qui me plongeaient dans leur univers, dans leur quotidien. Il y a quand même un peu la barrière de la langue. Je suis pas parfaitement bilingue en arabe. Et donc, je comprends pas trop ce qui m'arrive. Et là, encore plus, parce qu'il y a l'accent, il y a vraiment la fatigue. Et donc, on arrive chez lui. Sur le chemin, il me montre plein de photos de sa femme, de ses enfants et tout. Il est vraiment content que je sois là. Sa mère habite au rez-de-chaussée. Et on commence par prendre le café, vraiment rituel au Liban. Et sa mère est d'une gentillesse. En voyant la mère, je comprends pourquoi le fils est d'une telle douceur, quoi. Et donc, je pose mes affaires chez lui, je prends une douche. Et puis, en fait, après, il me dit que toute la famille est au restaurant et m'attend. On part au restaurant dans une voiture qui, encore une fois, est vieille. Je sais pas comment elle roule. On est assez nombreux dedans. C'est son neveu qui conduit. Il a 16 ans. Ils sont hyper contents de m'annoncer que le gosse a 16 ans et qui conduit. Il est vraiment plus petit que moi, sachant que je fais 1m60. Enfin, je me dis, mais je sais pas où je suis vraiment. Je me dis régulièrement, mais qu'est-ce que je fais là? Mais ils sont hyper sympas. Et on va au restaurant, on passe une super soirée. Ils sont d'un accueil de dingue. C'est une famille qui est musulmane, sunnite. Donc en fait, c'est pas du tout dans leur état d'esprit. Enfin, ils ont jamais fait de rando. Les enfants, enfin, il y a une fille, mais en fait, qui a pas du tout le même mode de vie que moi. Mais en fait, à aucun moment, en fait, ils me font comprendre ce décalage-là. Ils sont hyper accueillants. Ils me posent beaucoup de questions. Voilà, ça me touche beaucoup. Et moi aussi, je leur pose beaucoup de questions parce que leur mode de vie m'intéresse beaucoup, leur histoire, etc. Mais du coup, ils me disent, reste une journée de plus chez nous, vu que t'es pas pressé, avant de retourner à Beyrouth. Donc, je reste une journée de plus chez eux. C'est hyper sympa. Les enfants vont pas à l'école parce que je suis là. Enfin, ils me font vraiment rire. Ils sont vraiment à fond. Et on passe une super journée. Vraiment, je découvre leur mode de vie, beaucoup à base de repas, d'argilés, de chicha. Et je profite à fond. J'ai pas trop envie de redescendre à Beyrouth, de rentrer à Beyrouth, mais je me dis qu'à un moment je vais pas rester là éternellement. Donc le lendemain il me dépose dans un bus et direction Beyrouth, direct par l'autoroute. Je suis sur l'autoroute que j'emprunte régulièrement au quotidien au Liban pour bouger le week-end. Et donc en fait, c'est la première fois depuis un mois que je vois des paysages que je connais, donc ça me fait bizarre. Enfin, en fait, je suis vraiment projetée à nouveau dans la vie de tous les jours. Moi qui étais tellement coupée, qui avait des réflexions sur la nature, sur le bonheur. En fait, là, je me rends compte que j'étais quand même un peu perchée, j'étais un peu dans mon monde. Je m'étais vraiment j'avais coupé mon téléphone, hormis vraiment la communication essentielle avec mes proches. Et là, je me retrouve projetée dans la vie à 1000 à l'heure du Liban. Il fait chaud, c'est pollué, c'est bruyant. J'arrive à Beyrouth, à l'entrée de Beyrouth, à Bourjamoud, qui est la gare de bus à l'entrée de Beyrouth. Et là, vraiment, il y a plein de voitures, donc je me dis, je vais finir à pied, donc je rentre à pied à l'appartement de bon matin. Et j'ai fait me faire renverser genre 4 fois parce que je regarde nulle part, mais en même temps, les voitures arrivent de partout. Retour un peu difficile. Après, j'ai passé 2 jours à l'appart à pas trop sortir. J'avais juste pas envie de voir du goudron et de la pollution, mais bon, j'ai atterri petit à petit. Ce voyage, il change beaucoup de choses. Dans mon rapport à la solitude, c'est quelque chose qui me fait plus du tout peur.
Je suis beaucoup plus indépendante. Et en fait, je pense que je me suis bloquée pour beaucoup de choses en me disant, en fait, j'attends de trouver des gens qui sont partants pour faire tel week-end ou telle randonnée ou tel voyage pour partir. Et en fait, parfois, je trouve pas les personnes et du coup, je pars pas. Enfin, ça m'est arrivé d'avoir renoncé à des projets comme ça, pour ça. Et là, en fait, je me rends compte que je suis bien toute seule. Je trouve qu'en fait, c'est une énorme barrière qui tombe. Merci à Apolline Convain pour son témoignage. Et merci à vous de l'avoir écouté. Les Baladeurs est un podcast du média Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, assisté par Nicolas Alberti. Cette histoire a été présentée par Clément Saccard. La musique est composée par Nicolas Deferrand. Chloé Vibo s'est assurée du montage et Antoine Martin du mixage.